Bonjour économistes, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va être dédiée à la domotisation, en tout cas à la modification de clapets aérauliques pour tous vos futurs projets de conduction par flux d'air chaud, d'air froid. Et donc, ce que je vous propose, c'est de modifier un peu un clapet qui existe sur AliExpress, donc clapet chinois, et de le rendre fonctionnel. Alors déjà, je tiens à immédiatement référencer 2 ou 3 vidéos d'Edengard dédiées à ce même type de clapet. Et il vous propose une solution à base de servomoteur. Moi, je vous propose une autre solution. Voilà, donc vous avez 2 sons de crèmerie. N'hésitez pas à aller vous référencer aux excellentes vidéos d'Edengard. Donc, les types d'applications de ces clapets, c'est dès qu'on veut, par exemple, réguler en température, à l'aide de ces actionnaires, donc d'ouverture de clapet, conduction de flux d'air chaud ou d'air froid, donc typiquement application de VMC double flux, des poêles à granulés, des inserts éventuellement, ou également sauna ou séchoir solaire. Un petit coucou à mon pote GG. Et donc, alors l'intérêt de ces clapets, c'est leur prix, mais comme vous allez peut-être vous en apercevoir avec les vidéos d'Edengard, ils ont un gros problème, c'est que de nature, ils utilisent un moteur synchrone, et ça veut dire que, en fait, la direction de rotation est aléatoire à chaque fois qu'on démarre. Donc les constructeurs ont un feinté avec on va dire les butées de fin de course, mais idéalement c'est pas ce genre de moteur qu'il aurait fallu utiliser. Et moi ce que je vous propose, c'est de faire une modification structurelle de ces clapets en y insérant un moteur continu, et celui-ci sera complètement contrôlable, en tout cas dans sa direction. Et puis quand même essayer de profiter de ces interrupteurs de fin de course normalement fermés, afin d'ajouter une double sécurité pour être sûr que c'est totalement ouvert ou totalement fermé. Donc c'est un peu l'objectif de cette vidéo. Alors au préalable, ça serait bien que je vous donne un peu une liste de modèles. Donc c'est les fameuses valves dont je vous parle. Tiens, avec l'augmentation de la TVA, l'inclusion de la TVA, elles ont quand même pris une claque. Donc c'est ce genre de modèle. Bon, si vous trouvez un vendeur moins cher, n'hésitez pas. Vous pouvez les trouver en 12 volts, 24 volts, 220 volts. De toute façon, quoi qu'il arrive, on va remplacer le moteur. Donc prenez la version moins chère. Et moi, pour mes besoins de ma future géothermie, j'ai des modèles en 80. Après, je pense que ça change rien suivant le diamètre du tube que vous utilisez. Alors, ce que je vais vous proposer dans les transparences, c'est d'utiliser ce genre de moteur. C'est des JS50T, voici un vendeur. Et ce qui sera important, c'est de les prendre en 12 volts et par défaut avec le type d'arbre. Alors, il vous propose 4 types d'arbres, ça sera le type D. De toute façon, quoi qu'il arrive, il va falloir retoucher. Et il va falloir des diodes Zener, donc des RN5349B, alors à 5 watts de dissipation maximum et jusqu'à 12 volts, ce qui tombe bien, c'est ce qui sera la tension max de notre système. Enfin, si vous voulez domotiser, il vous faudra, comme d'habitude avec moi, un ESP32. Et puis, pour contrôler ça, au lieu d'un double relais, moi, je préfère un pont en H. Voilà, donc un LN298, ce qui permet de contrôler en ouverture et fermeture 2 clapets de cet acabit-là. Et ce qu'il vous faudra éventuellement, c'est une alim 12 volts. Bon, voici une, c'est une pour des LED, mais ça fonctionne aussi très bien, ça fait très bien l'affaire. Alors, au niveau des slides, en fait, comme je vous ai dit, il va falloir modifier le clapet. Et le clapet pour remplacer ce fameux moteur synchrone au comportement aléatoire. Et donc, comme je vous ai déjà indiqué, il faut le remplacer avec un moteur à courant continu, donc le JS50T. Mais comme vous pouvez le voir sur cette photo, l'arbre moteur est beaucoup plus grand que l'arbre d'origine du moteur synchrone installé. Et donc, si vous avez vu mes dernières vidéos en vrac, il va falloir le modifier. Et pour cela, il va falloir recouper cet arbre, donc la tige ici, à 1 cm et repercer un trou. Donc ça, c'est la première modification structurelle du nouveau moteur à remplacer. Et puis, il va falloir aussi rajouter des diodes. Et là, je fais encore référence à une autre vidéo, une dernière vidéo de Philippe de Syrob, donc il a parlé justement des interrupteurs de fin de course. Voilà un montage qu'il a présenté dans cette de ses vidéos. De toute façon, toutes ces vidéos seront dans la liste de description. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Hop,
pardon, il va falloir d'abord couper l'arbre de ce nouveau moteur, le JL50, à environ 1 cm. Donc vous laissez 1 cm ici, ça se coupe très bien finalement à la scie à métaux, pas besoin d'une grande scie, vous faites attention, c'est du fer blanc, donc pas de difficulté majeure. Et puis, on va dire à 0,7 cm ou à 0,3 du bord, ça dépend par où vous prenez, vous devez percer un trou, d'accord? Mais au préalable, ce qui est très important, c'est de tourner, avant de couper quoi que ce soit, c'est de tourner d'un quart de tour avec le trou original, c'est-à-dire avec l'arbre, la version originale de l'arbre, pour avoir finalement le trou qui ne soit pas en au-dessus de l'arbre. Voilà, c'est ce qui va vous permettre de percer après correctement. Donc il faut faire un quart de tour, c'est une petite réserve. Donc une fois que vous l'avez faite, vous sciez, et puis il va falloir percer. Alors percer, le plus facile, c'est quand même la perceuse en colonne. Là, je vous renvoie encore dans une de mes dernières vidéos dans VRAC, peut-être la dernière d'ailleurs en date. Et donc, je vous montre un peu comment je fais ça avec la perceuse à colonne. Donc, j'ai d'abord percé en 1 à 0,7 mm d'ici, donc 0,7 celle-là. Puis, j'ai élargi en 1,5 et puis à 2,5. En fait, il faut percer, peu importe après pour la rotule, il ne va pas avoir de souci en particulier. Alors après, on va s'intéresser au clapet, à la valve originale. Au clapet, il faut d'abord la démonter. Donc vous avez les 2 grandes vis ici qui maintiennent avec le tube en acier inoxydable. Et puis après, 4 vis qui permettent de séparer on va dire, la platine du bas. Et puis cette platine ici qui est du haut, où vous voyez les 2 interrupteurs de fin de course normalement fermés vers ici. Donc, vous démontez le tout et puis vous voyez que le moteur synchrone d'origine est encore soudé par des câbles, par des fils ici. Donc, la deuxième étape, ça va être de dessouder ces fils-là. Donc, vous avez ici, vous dessoudez ici ces fils-là et puis le fil aussi qui relie à l'autre interrupteur. Et identiquement, vous dessoudez là et enfin le pont du milieu ici. Donc, vous avez 3 dessoudures à faire, 1, 2 et 3, et vous enlevez tous les fils. Donc, il va vous rester que les fils ici en cuivre, ici, c'est tout ce qui doit vous rester. Une fois que vous avez fait cette étape-là, eh bien, on va continuer. Et donc, vous sortez les fils du moteur, vous désolderisez le fil du moteur. Et puis, il va falloir enlever de ce moteur d'origine la rotule. Et pour cela, en fait, vous avez un tout petit trou dans lequel vous avez une genre de canule qu'il va falloir enlever, qui est complètement creuse, qu'il va falloir enlever. Et moi, pour l'enlever, j'ai utilisé un petit rivet pop là que j'ai inséré dedans, voilà. Et puis quand vous insérez très très fort dedans, et puis une fois que vous tirez dessus, tac, ce rivet noir là, ce can peut sortir. Donc ça, c'est une technique que j'ai utilisée qui a l'air de pas trop mal fonctionner. Après, il faut sortir cette canule de ce rivet. Bon, vous utilisez, vous enfoncez de l'autre côté, vous y arrivez également. Donc ça, c'est le démontage de la rotule. Et puis maintenant, vous mettez cette nouvelle rotule dans le nouveau moteur, là où vous avez percé, et puis vous remettez cette canule dedans, et ça fonctionne particulièrement bien avec 1 cm. Donc voilà la technique. Là, donc on est bon au niveau de la hauteur des arbres, et il nous reste la deuxième modification, c'est de mettre les fameux diodes ici. Donc ça, c'est un montage qui vient de la vidéo de Sirop. Et en pratique, ça équivaut à mettre 2 diodes ici. Et vous avez 2 petits trous, ça peut être un très bon logis, c'est ce que j'ai fait, pour mettre ces diodes-là. Donc, c'est un N5349B. Et donc, faites attention, vous devez avoir la bande blanche, toujours sur la face extérieure par là, et bande blanche ici. Attention, c'est des conducteurs unipolaires. Et donc, vous soudez ici, vous soudez ici, vous soudez ici, vous soudez ici. Et pour les 2 soudures extrêmes, vous allez en profiter pour mettre 2 fils, peu importe la couleur, de 7 cm qui doivent être après rattachés dans leur autre extrémité au moteur, au nouveau moteur. Donc, c'est ce qui est représenté ici. Voilà les soudures et 2 fils ici et 2 fils ici qui vont être rattachés aux 2 bornes du nouveau moteur continu. Donc voilà, et puis après, il suffit de remboîter les 2 platines. Donc ça, c'est la platine interrupteur. Ça passe bien, vous voyez. Les 2 fils qui passent, si vous avez un tout petit passage où les fils, ça peut passer. Pareil, voilà. Alors j'ai mis 2 fils rouges, de toute façon, peu importe, avec le pont H, il n'y a pas vraiment de positif et de négatif, peu importe. Et puis ça, c'est la platine de dessous qui va être mise sur le tube Galva et dans laquelle va recevoir le petit tube carré qui va entraîner après la valve. Donc ça se passe bien avec ces conditions et puis il n'y a plus qu'à revisser. Autre étape aussi, c'est le capot rouge de dessous. Comme je vous ai montré dans la vidéo dans VRAC, c'est de la percer à la scie cloche en 35 mm. Voilà, et ça laisse juste le passage pour faire passer les 2 fils là, le long de moteur, et
Voilà, c'est nickel et vous avez une vue de dessus et il suffit de revisser le tout. Donc ça, c'est la partie mécanique, modification structurelle de ce clapet en insérant un moteur courant continu qui lui sera complètement asservissable en direction sans aucun souci. Une fois ces modifications structurelles faites, on va s'intéresser un peu à la domotisation. Et bon, je vais vous proposer comme platine de test un truc très très simple, donc à base d'un ESP32, vous me connaissez. Hein. Et puis, comme pour contrôler au lieu d'un double relais, moi je préfère utiliser un pont en H. Et du coup, bah, c'est vraiment compatible avec les moteurs à courant continu, puisque vous avez ici les deux sorties qui va prendre soit le plus ou moins ici, ou dans l'autre sens, le moins ou le plus, selon la direction que la valeur des GPIO ici, donc les signaux de commande que vous mettez. Attention, ceux-ci doivent fonctionner en mode interlock, c'est-à-dire que vous ne pouvez jamais envoyer deux commandes à on simultanément pour les deux directions de fermeture et d'ouverture. Donc ça se fait facilement en ESP-HOM. Et du coup, ben, les branchements sont relativement simples. Le fil de masse commun qui va à la masse centrale ici. Alors le SP connecté est alimenté par un câble USB hein, sur une alimentation 5 volts. Et puis on retrouve ici, c'est un choix que j'ai fait particulier, sur GPIO 18 et 19, sur les deux fils de commande, un en ouverture, l'autre en fermeture. Attention, je le répète, qui doit fonctionner en interlock, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un des deux qui peut être à l'état haut simultanément. Et pour alimenter le moteur, parce qu'il vous faut du 12 volts, eh bien vous récupérez la masse du 12 volts au point central, donc qui sera masse commune avec celle de l'ESP, et puis le 12 volts qui rentre sur le bornier de gauche. Voilà. Et enfin, la sortie, là, une des deux sorties du moteur, ça va se trouver ici. Donc symbolisé en rouge ici le positif et le noir, mais suivant l'ordre d'ouverture de commande, ça va s'alterner. Donc rien de très compliqué, vous allez voir la partie démonstration en fin de vidéo, mais c'est relativement simple, c'est juste une petite platine de démo. Alors, maintenant, on va s'intéresser à la partie Home Assistant ESP Home parce qu'on va programmer un petit code ESP Home basique qui va utiliser notamment les Time Cover Based d'ESP Home. Vous savez que j'aime bien ce genre de cover, c'est-à-dire de volet roulant, pour contrôler tout ce qui est ouverture et fermeture et c'est vraiment l'application de ce genre d'expérience. Alors, on se retrouve devant la page d'ESP Home. Vous voyez, j'en ai deux d'installer, la dev, la normale. Alors, petite remarque, information, en ce moment, ils sont en train de faire des gros bouleversements dans la version développement. Ils sont en train d'être compatibles avec l'API native des ESP, l'IDF, et donc en plus de celle de l'Arduino. Et donc, il y a quelques, des fois, mauvaises surprises en ce moment, mais ils sont en train de corriger tous les fixes. Donc, c'est pour ça que je vous conseille d'installer d'abord la stable, de l'avoir. Et puis, si vous avez Home Assistant en version Raspberry, ben, comme c'est des conteneurs, vous pouvez avoir deux ESP Home ouverts sans aucun souci. Alors, j'ai créé un nouveau modèle, vous cliquez sur plus, vous testez, vous mettez le nom du modèle, hein, regardez mes anciennes vidéos, que j'appelle test clapet, et on va regarder ce qu'il y a dedans. Pardon, alors on va l'éditer. Et puis, on va simplement écrire des choses basiques. Donc là, le nom du modèle, c'est une carte WROOM32, vous utilisez celle que vous voulez. Donc c'est une board du SP32Dev générique. Vous mettez le logger, vous mettez le flash par OTA, vous mettez vos informations de Wi-Fi. Alors, je vous rappelle que quand vous voyez secret ESP-HOME MSID, ça veut dire que les informations de mon Wi-Fi sont allées à chercher dans un fichier YALM qui se trouve dans /config/ESP-HOME et ce fichier, c'est secrets avec un s.yam. Attention, ce fichier secrets.yam qui se trouve dans /config/ESP-HOME, ce n'est pas le même que celui qui se trouve uniquement à la racine de /config, qui lui est dédié uniquement à Home Assistant. Donc il y a deux secrets, un pour Home Assistant, un pour ESP-HOME, faites-y attention. Et dedans, vous avez donc une variable ESP-HOME SSID où il y aura le vrai nom de points, entre guillemets, pour une chaîne de caractères, il y aura le vrai nom de mon SSID. Pareil pour mon mot de passe, j'encode tout là-dedans, je vous renvoie à mes anciennes vidéos. Il va falloir, je mets une plateforme time parce qu'à un moment donné, je vais avoir besoin du temps, mais pas vraiment dans cette vidéo. Et là, je vais définir un switch, puisque mon pont en H, en fait, on peut le voir comme deux interrupteurs, et donc que j'appelle ici test clapet open en ouverture et test clapet close, donc ils vont servir un peu à l'ouverture et à la fermeture respectivement. Je vais mettre les GPIO ici respectifs, 19 pour l'ouverture et 18 pour la fermeture. Et ce qui est super important, c'est qu'il faut bien les mettre en interlock, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un des deux qui soit à l'état haut simultanément. Ça veut dire qu'en fait, d'abord, il éteint l'autre action,
pour faire l'action que vous demandez. Ça, c'est super important. Et après, rien de très compliqué, je vais avoir un cover qui est time-based, d'accord, et qui va utiliser ces actions, l'ouverture ici, qui dure 12 secondes, c'est à peu près avec le moteur que j'ai utilisé à 2 tours par minute, c'est ce que j'ai mesuré, la fermeture, et puis le stop action qui turn off à la fois à la fermeture d'ouverture et de fermeture. Rien de très compliqué, vous voyez, quelques lignes. Et donc, quand vous compilez ça, d'accord, donc vous faites install, et la première fois manuel download, donc ça va prendre un certain temps, et à la fin de l'expérience, vous devrez avoir téléchargé un fichier .bin qui devrait apparaître en bas. Donc on arrive à la fin de la compilation, vous avez donc le point .elf qui arrive, et juste après, en général, après le linkage complet, vous avez un .bin qui va apparaître et qui sera à sauvegarder en bas à droite. Donc je vais déplacer ce machin, cette barre de contrôle qui va nous embêter. Voilà. Et au bout de quelques secondes, vous allez voir le .bin apparaître dans mon navigateur qui va demander, voilà, firmware.bin. Et hop, vous le téléchargez, d'accord, donc affiché dans le dossier, voilà, hop, je le prends et je le mets dans mon répertoire où j'ai mis toutes mes données. Donc là, il va me demander de remplacer. Et dans ce répertoire, à la racine de ce même répertoire, vous devez avoir le fichier ISP Flasher. Alors, prenez la version 1.3, la dernière version dans laquelle vous le lancez. Il va falloir que vous avez les bons drivers d'installer, donc les STM32, et ou le CH340, ça dépend de la version de l'ESP32 que vous avez. Installez les deux, ça ne mange pas de pain. Et donc, c'est un fichier. Alors là, j'ai pas de ESP32, mais vous sélectionnez votre port com. Si vous avez installé les bons drivers et inséré par un câble USB data, très important, votre PC à l'ESP32, le port com va s'allumer. Et puis, du coup, vous devez browser votre fichier adéquat ici. Donc, c'est un fichier .bin. Voilà, qui s'appelle test clapé, voilà. Et puis après, vous cliquez sur Flash, et donc il se peut, selon la version de l'ESP32 que vous ayez, quand vous cliquez sur Flash, immédiatement vous cliquez sur le bouton qui se trouve à droite du port micro USB, je crois que c'est Boot. Vous le maintenez appuyé 2 ou 3 secondes, et puis après vous allez voir que du blabla, il va dire ESP32 detected, etc. Et puis il va flasher. Alors, je vous rappelle que ça, c'est à faire une seule fois, voilà, physiquement, et après, tous les autres flashs, si vous avez rajouté des fonctionnalités, ça se fera par OTA, donc over the air. Donc ça, du coup, c'est absolument génial. Donc j'ai montré plein de fois ces genres de procédures sur des ESP. Je vous renvoie à mes anciennes vidéos pour voir plus de détails, vraiment exactement pas à pas comment on fait. Vous avez plein d'autres vidéos de youtubeurs spécialisés, d'ici Jonah, Arminas TV, etc., qui vous peuvent vous montrer ça également. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste à voir la configuration sur Home Assistant dans un dashboard, rajouter la carte qui va bien, qui permet de manipuler ce genre d'objet time-based cover. Alors, une fois flashé, vous devez donc ajouter vos informations du nouveau nœud ISP Home. Et si vous ne le propose pas dans la notification de façon automatique, vous allez dans Configuration, vous allez dans Intégration, et puis vous cliquez ici Nouvelle intégration. Voilà, et vous tapez ISP Home ou ESP, voilà. Et puis là, il va vous donner le nom du nœud ISP Home. Donc moi, c'était test clapé. OK. Point local, sans E. Voilà, et vous cliquez sur Next, et si tout va bien, il va vous dire « Je viens de découvrir », et puis il va vous demander dans quel type de pièce vous voulez l'ajouter. Donc moi, je l'ai déjà fait, il est déjà intégré, et du coup, vous allez avoir dans la liste des ESP, ici, votre test, test clapé qui va apparaître, voilà, ici, et puis vous cliquez dessus, et vous avez toutes les informations. Alors, il vous propose par défaut de rajouter ces informations sur le dashboard, mais moi, avec des objets par défaut, moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser Slidey Entity Row. Donc, c'est un module complémentaire de Axe, c'est-à-dire de la communauté Home Assistant. Et donc, pour cela, il va falloir que vous alliez dans Front-End et dans Axe. Et puis, afin de rajouter ces nouvelles informations, voilà, vous descendez. Et si ce n'est, et vous cherchez exactement Slider Entity Row,
Et si vous l'avez pas, vous faites un CTRL F, vous commencez à taper slider et vous allez le voir, vous faites install. Et puis du coup, ça va vous permettre d'installer ce slider qui va être intéressant. Comme je vous montre ici, voilà, je me suis fait rajouter un nouveau élément ici. Donc vous voyez, ce qui me permettra de régler l'ouverture ou la fermeture de 0 à 100%. Donc ça veut dire que je peux faire un asservissement non seulement en ouverture totale ou fermeture totale, mais une combinaison d'eux, et donc qui me permet un peu de moduler les ouvertures. Donc ça, c'est une nouveauté qui est assez intéressante. Alors comment on fait ça? Eh bien, on rajoute une carte manuelle, donc vous éditez votre dashboard en cours, voilà, et je vous montrer, et vous faites plus card, ok, donc moi c'est ce que j'ai déjà fait, et vous, bon, je vais vous le montrer, et vous rajoutez, voilà, c'est un peu lent, et vous rajoutez une carte manuelle tout en bas, voilà, ici, cliquez ici sur manuel, et dedans, vous allez copier l'information que je vais rééditer ici, qui est ici, voilà, et vous recopiez ça. Voilà, donc dedans, c'est le cover, c'est-à-dire on va dire les rideaux, parce que c'est dans la catégorie des rideaux, que j'appelle test clapé, pardon. Et puis, vous mettez sous le type ici, slider anti-zero, et ça fonctionne bien, et donc du coup, vous allez pouvoir vraiment déplacer les valeurs que vous voulez. Donc ça marche particulièrement bien, et puis si vous avez plusieurs clapets, vous pouvez après les intégrer dans un groupe, pour tous les ouvrir en même temps, tous les fermer, etc. Bon, ça c'est du Home Assistant pur et dur. J'ai quasiment terminé cette vidéo, il reste qu'une démonstration de comment ça fonctionne sur ma petite platine de démonstration. Donc voici la petite démonstration, hein, c'est vite fait sur le gris. Donc vous reconnaissez le SP ici, alimenté par une powerbank en 5 volts. Ici vous avez la lime 12 volts qui rentre dans le LN298, et puis vous avez le clapet ici modifié. Donc ce que je vais essayer de vous montrer, alors il faut que je le tienne un peu parce qu'il y a un petit faux contact au niveau de mon bornier, c'est que si j'appuie ici, vous allez le voir ouvrir, et je profite des fins de course sans aucun souci. Donc voilà, clac, voilà. Et puis si je veux le fermer à 30% sans aucun souci, voilà, il n'est pas complètement fermé, et puis je peux continuer de le fermer jusqu'à obtenir, vous entendez le clic de l'interrupteur de fin de course. Donc tout fonctionne très très bien, et puis c'est un projet qui m'a finalement bien retardé pour ma géothermie. J'espère que ça a été clair, j'espère que ça va vous resservir, parce que finalement dans l'autonomie, la gestion de la température de pièces, etc., ça peut se faire au travers de ces petits modules. Et puis du coup ça vous fait des petits modules de surveillance un peu automatiques pour pas bien cher. Vous voyez, bon, ça a pris 2 euros, ça coûte 2 euros, un ESP, enfin bref, pour une trentaine d'euros, et encore, même pas par clapet, ça va vous coûter 25 euros à peu près. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et puis je suis content d'avoir retourné en fait un épisode un peu normal, et puis allez, bientôt il va y avoir plein d'autres épisodes assez intéressants. Je vous dis à bientôt.